Actu 7. Actu 7, tous les samedis de 8h à 9h, le condensé de l'actualité sur la 90.9. Invités, analyses, commentaires, décryptage. Actu 7, le moment fort des événements marquant les 7 derniers jours de la semaine. Parce que le gouvernement n'a pas su réagir, n'a pas su donner la réponse nécessaire à tant de problèmes. Vous voyez, ça fait au moins 6 ans que nous traînons ces casseroles derrière nous, ces casseroles de grève des enseignants, que le gouvernement, dans sa volonté de ne pas avoir, vous excusez la tautologie, dans sa volonté de ne pas, ou de ne jamais avoir la volonté de régler ce problème, le gouvernement a laissé traîner la situation, a laissé faisander la situation, au point qu'aujourd'hui nous sommes dans une situation exécrable où nos frères, nos jeunes frères et sœurs, les tout petits et tout ça, les enfants, sont dans les rues réclamant maintenant leur cours, et en combinaison au même moment avec les enseignants qui eux aussi réclament les conditions de vie meilleures. Nous étions dernièrement à la CAN avec près de 10 milliards de francs CFA. À la CAN Gabon 2007, Gabon Total Gabon 2007, on a dépensé là-bas. On est revenu avec du comité de mobilisation, ça fait banalement 1 milliard. Oui, dépensé. Non, les comptes, l'argent mobilisé, ça. On n'a pas encore les comptes voilà, justement, de la gestion des fonds. Justement. Mais selon les informations concordantes que nous avons, nous y sommes allés avec un projet de moins 10 milliards. Et nous sommes revenus en ayant dépensé même pas la moitié, quoi. Parce que le Togo a fait moitié parcours, on n'a pas pu aller plus loin. Le chef de l'État, selon aussi les rumeurs que nous avons eues, avait promis une certaine somme aux joueurs si jamais on arrivait à franchir un certain cap donné. Donc on avait mobilisé beaucoup d'argent. Et nous sommes rentrés quelques jours après. Et après notre chèque grandissime à la CAN, on est rentré et on augmente le prix du carburant. Quelques jours après, encore après avoir augmenté le prix du carburant, les enseignants sont dans la rue. Et pourtant, pendant tout ce temps, nous sommes en train de préparer un gros sommet dans lequel le Togo sera le seul organisateur et va dépenser énormément. En octobre, nous accueillons aussi le sommet, le forum de la Goa. Et avant ça, on accueille un sommet allemand. Ensuite, on a plein de sommets à accueillir et nous avons plein de dépenses à faire. Ce qui veut dire que nous avons les moyens de régler les problèmes des enseignants. Depuis, on ne l'a jamais fait. On n'a jamais consacré plus de priorité à nos citoyens, mais on consacre la priorité à la diplomatie. Je trouve ça scandaleux. Pourquoi, selon vous, le gouvernement ne fait pas de l'éducation une priorité? Non, est-ce que la question de savoir le pourquoi, la question serait... Moi, je m'en étonne en fait. Parce que l'éducation, avant tout, c'est ça le socle du pays, c'est la base du pays. Quand vous dirigez un pays qui est mal éduqué, alors vous faites promotion de la médiocrité. C'est ça justement ce que nous sommes en train de constater. Nous sommes dans un système où, je vous donne un petit exemple, le bachelier, il vient diriger celui qui a son doctorat. C'est le système dans lequel nous sommes. Prenez la plupart des dirigeants, vous rentrez dans les directions, c'est des gens qui ont acheté les diplômes, ou s'ils ne les ont pas achetés, alors c'est des gens qui ont de petits diplômes, ils ont par exemple le bac ou le BTS, et c'est lui qui dirige quelqu'un qui a son doctorat. C'est lui qui dirige quelqu'un qui a sa maîtrise. C'est des trucs comme ça, dans les lycées, dans les collèges, on a des directeurs qui n'ont aucun diplôme, alors que les enseignants ont leur maîtrise. Et on nous parlera de l'expérience. Donc nous sommes dans ce système-là où celui-là qui n'a jamais été à l'école, par exemple, c'est lui qui est milliardaire. On a des gens on connaît des gens dans ce pays qui n'ont que le niveau 4e et qui, grâce au système EAD Manyasimbe, aujourd'hui sont milliardaires. Ils sont milliardaires et ils dirigent. Ça n'a rien avec non, moi je parle d'un système de promotion de la médiocrité. C'est-à-dire que dès lors qu'un milliardaire n'a que le niveau 4e ou dès lors qu'un patron PDG quelque part n'a que le niveau 4e, un petit qui est en train d'aller à l'école aujourd'hui pourra dire, bon, même si je ne fréquente pas, moi si je peux devenir milliardaire, alors je laisse tomber l'école. Et au même moment, on ne fait pas la promotion de l'éducation parce qu'on croit dans ce pays que même avec un niveau faible, on peut devenir quelque chose. Donc on fait la promotion de la médiocrité, on fait l'apologie de la médiocrité. Donc moi, ma question n'est pas de savoir pourquoi le gouvernement le fait, mais plutôt, ça m'étonne tout simplement que le gouvernement le fait parce qu'aucun peuple ne devrait avoir assumé un gouvernement qui le fait. Voilà. C'est peut-être l'occasion pour revenir sur le niveau même de notre éducation. Est-ce qu'avec les cours perturbés, on peut s'inquiéter du niveau de l'éducation, puisque l'année passée, les résultats étaient, on ne peut plus, catastrophiques. Oui. Est-ce que ces événements-là ne contribuent pas à un niveau beaucoup plus en bas? Oui, sans doute, mais moi je ne dirais pas seulement à cause de ces grèves-là, parce que le niveau scolaire au Togo
s'est abaissé ces 10 ou 20 dernières années profondément et considérablement. Dans beaucoup d'universités à l'étranger, qu'on prenne Dijon, où il y a une école de droit merveilleuse, où les Togolais étaient premiers avant, qu'on prenne les écoles de médecine en France, etc., qu'on prenne beaucoup d'écoles, les Togolais étaient très bien placés, entre-temps. Mais aujourd'hui, les Togolais sont derrière. Ils sont derrière les Ivoiriens, les Sénégalais, les Béninois, tout ça, tous ceux qui nous entourent, quoi. Les Togolais sont maintenant les derniers dans la plupart des universités. Il n'y a que quelques rares qui forment l'éclair, qui forment des éclairs pour le peuple et qui sont encore brillants parce qu'ils sont nantis sans doute d'une famille où la mentalité est assez forte. Mais lorsque vous êtes sorti d'une famille où la mentalité n'est pas très forte, vous allez avoir subi ce qui se passe. Oui, les grèves de la semaine dernière, les grèves répétées depuis 6 ans, ont rabaissé ou ont fait rabaisser le niveau parce que les élèves n'ont plus assez de temps avec les enseignants. Les enseignants perdent de plus en plus la volonté de transmettre. Et les élèves aussi perdent de plus en plus la volonté d'apprendre parce qu'il y a la promotion de la médiocrité. Et aujourd'hui, on est face à ce système-là où les élèves perdent leur niveau. Vous allez voir un élève qui va vous faire aujourd'hui un accord grammatical insoutenable. Vous allez voir un élève qui va vous écrire avec une orthographe approximative. Vous allez voir aujourd'hui, et il n'y a pas que les élèves, vous allez voir des chefs d'entreprise, vous allez voir des patrons de presse même, vous allez voir des médecins qui vous parlent de faux français, même des avocats, et ça c'est le pire. Vous allez voir des avocats, vous allez entendre des avocats dans un français pas possible. Vous allez vous demander, mais il a fréquenté où? Ça veut dire que le problème ne date pas d'aujourd'hui. Oui, ça ne date pas d'aujourd'hui, la baisse des niveaux. Mais ces 6 dernières années ont approfondi cette baisse des niveaux. Voilà les groupes de travaux pour les conditions des enseignants a rendu les travaux au Premier ministre. Est-ce qu'il y a une solution qui se pointe à l'horizon? Non, moi je pense que le Premier ministre, comme Klassou, n'avait que répété ce que ses ministres ont dit pendant la semaine dernière. Il a répété ça tout au long de la séance. Et ensuite, il a annoncé encore, et moi, ça me paraît là plutôt laxiste, il a annoncé un comité ad hoc qui sera constitué. Non, mais on ne fait que projeter en fait la solution, on projette seulement, on projette tous les jours. Et là, le Premier ministre est en train de se piéger une fois encore, comme son prédécesseur l'avait fait. Il est en train de. Aujourd'hui, nous sommes dans le mois de mars. Et on attend que 2 ou 3 mois encore pour que l'année scolaire soit clôturée. Et nous tombons dans l'année scolaire 2017-2018 après. Et le Premier ministre, en projetant encore le règlement de ce problème, est en train d'aller vers la rentrée prochaine. Et cela veut dire que la rentrée prochaine, je ne suis pas prophète pour le dire, mais c'est une analyse que je suis en train de faire. À la rentrée prochaine, nous aurons encore les mêmes problèmes que ceux que nous avons aujourd'hui. Tout simplement parce que notre Premier ministre est en train de projeter le règlement du problème. Au lieu de régler aujourd'hui le problème. Qu'est-ce que ça lui coûtait hier, vu que tout le monde était présent, de discuter avec eux, de dire voici ce que nous pouvons accorder, voilà ce que nous ne pouvons pas accorder. Parce que compte tenu des moyens dont nous disposons, il justifie sa position. Les enseignants aussi parlent, tout le monde parle et ils s'entendent sur une question. S'il faut passer 12 heures de temps ou même 20 heures de temps dans cette salle pour trouver une solution, il fallait le faire. Parce qu'il en va de la vie de la nation, il en va du calme, de la sérénité, de la paix dans ce pays. La semaine dernière, pas seulement à Lomé, chez vous ici, à Fagnan dans le Bamounou, à Tabligo, à Dapaon, à Kanté, à Palimé, un peu partout, sur toute l'étendue du territoire national, il y a eu des problèmes, il y a eu des soulèvements, il y a eu des manifestations pour l'éducation. Ça veut dire que le problème est arrivé à un niveau où la politique l'a récupéré, le social l'a récupéré et tout a récupéré le problème éducationnel du Togo. Tous les secteurs l'ont récupéré. Aujourd'hui, les OSC, les organisations de la société civile, les défenseurs des droits de l'homme, mais tous ont récupéré le problème de l'éducation au Togo. Parce que les enfants étaient dans la rue, on a eu des morts et des blessés. Le ministre Yack-même l'a confirmé, il y avait beaucoup de blessés. Le problème aujourd'hui ne concerne plus seulement les enseignants, mais le problème est devenu un problème national. Et quand ça devient un problème national, si nous avons un Premier ministre qui n'arrive pas à régler ce problème, et qui doit être obligé de projeter le problème, c'est que soit il n'a pas eu les informations nécessaires, il n'a pas eu les consignes nécessaires de son chef, donc du chef de l'État, et qu'on est en face d'un gouvernement qui, comme je l'ai dit une fois encore, a démissionné. Et c'est au président de prendre les choses. Oui, il doit prendre les commandes. Le président, c'est au président de prendre les choses en main. C'est à lui de prendre les commandes, de dire bon, voilà, c'est fini. Il tape des points sur la table. Il dit voici ce que nous avons fait. Compte tenu de la disponibilité que nous avons, nous pouvons faire ceci. Nous ne pouvons pas faire cela.
Alors vous acceptez ou on change de méthode. C'est le président de le dire. Et les enseignants, ils sont des citoyens togolais. Ils comprennent mieux que quiconque la condition du pays. Ils comprennent mieux que quiconque la situation dans laquelle nous vivons dans ce pays. Et écoutez, moi j'ai vu hier, sincèrement, moi il y a des choses qui me dérangent. J'ai vu hier le Premier ministre bien sapé, très bien habillé. Après tu sais un Premier ministre, il doit bien s'habiller. Son ministre bien s'habiller et leur Taurine. Je ne comprenais même pas sa présence. Très bien habillé. Lui aussi, tous dans des costumes à coups de millions. Très bien habillé. C'est de l'insolence en fait. C'est de l'insolence républicaine. Ils étaient très bien habillés, avec des enseignants qui en face d'eux n'étaient pas si bien habillés. Ce sont quand même des hommes publics. Ils doivent bien s'habiller. Oui, mais il faut dire la vérité. Et ce n'est pas moi qui le dis. On l'a dit depuis des années. Ils s'habillent bien au-dessus de leurs moyens, de leur salaire. On le sait. Ce n'est pas moi qui le dis. Il y a beaucoup de personnes qui disent la corruption. Il y a les ONG le disent tout le temps. Le CACIT le dit, Amnesty International le dit. Tout le monde le dit. C'est des gens qui s'habillent généralement au-dessus de leurs moyens. Et ils trouvent les moyens là où il y a beaucoup de détournements dans ce pays. Ce n'est pas moi qui le dis. Le chef de l'État, mais son excellence, lui-même il a dit. Il y a une petite minorité qui s'est accaparée des richesses du pays. La minorité, c'est qui? C'est le gouvernement et la clique qui est autour de lui. Le chef de l'État n'a pas parlé, enfin le président n'a pas parlé du gouvernement. Oui, bien sûr, mais le gouvernement fait partie de cette minorité. Ils ont un salaire d'au minimum 1 million. Donc ils font partie de cette minorité. Et cette minorité, là, justement, s'habille bien. Et en face, il y a des enseignants qui ne mangent pas leur faim et qui font partie des 75% Togolais qui vivent avec moins de 450 francs par jour. Prenez un enseignant qui, par exemple, gagne moins de 100 000 francs par mois. C'est difficile de vivre à Lomé, même avec 100 000, et même avec 200 000 déjà, à la fin du mois, c'est difficile de vivre à Lomé. Parce que quand votre maman tombe malade au cours du mois, votre fille tombe malade, votre femme a un souci, vous-même vous avez un souci, et le carburant acheté, les crédits de communication, tout cela, vous avez déjà dépassé les 200, vous avez les loyers, l'électricité. Et en plus, il faut mettre à niveau ces connaissances tous les jours. Ça fait dépenser. Voilà. Autre sujet, le recours du groupe Sud Média a été irrecevable. Le droit est dit selon vous? J'ai pendant toute la semaine discuté de cette décision de la Cour suprême avec nos collègues et nos confrères, beaucoup de personnes. À mon avis, et ça ne concerne que moi, ça n'engage que moi, je pense que le droit a été dit. Et malheureusement. Et même si c'est une pirouette juridique, c'est ce qu'on a semblé voir, c'était une pirouette juridique, mais le droit a été dit. Parce que, ouais, en matière, le droit et la raison ne sont pas la même chose. Ce n'est pas la raison, ils n'ont pas dit la raison, mais ils ont dit le droit. Je m'explique. Notre confrère Luc Kabaki, qui est le directeur du groupe Sud Média, n'était pas autorisé à rester en justice au nom du groupe Sud Média SARU. Parce que il était le directeur, il est jusqu'à l'heure. Oui, il est le directeur. Mais le groupe Sud Média SARU est un groupe unipersonnel. C'est ça en fait le souci. C'est un groupe unipersonnel, c'est une société à responsabilité limitée, unipersonnelle, créée donc, la société a pour propriétaire Madame Bodjouna. Elle est la propriétaire. Donc c'était elle qui devrait être la justice ou bien se faire représenter par son avocat. Et je pense que dans les textes constitutifs même du groupe Sud Média, le directeur général, le directeur C1, donc Luc Kabaki, n'était pas, comme je l'ai dit une fois encore, autorisé à rester en justice pour le groupe. Ce qui a fait qu'au tribunal, et puis même dans la plainte du groupe, ils ont mis groupe Sud Média tout simplement. Ils n'ont pas mis groupe Sud Média SARU. Et en matière de droit, c'est un gros écart. Le groupe Sud Média SARU et le groupe Sud Média en matière de droit, c'est un gros écart. Donc la Cour a jugé que celui qui a porté la plainte ne porte pas le même nom que la victime. Déjà, ça c'est un petit problème. Donc il y a déjà défaut là-bas. Le groupe a ensuite jugé, la Cour a ensuite jugé que celui qui est venu rester en justice pour le groupe n'était pas la personne la mieux placée ou n'était pas la personne la plus autorisée à le faire. Là encore, il y a défaut là-bas. Il y a défaut de personnage. Justement. Ça veut dire qu'un recours est toujours possible. Oui, un recours est toujours possible. Si Mme Zéina Bodjouna porte plainte aujourd'hui, oui, son recours est bien possible. Mais si elle ne le fait pas, la Cour suprême pourrait s'auto-saisir pour juger la capacité de la HAC à prendre une telle décision. Ça, la Cour peut le faire. La Cour peut s'auto-saisir. Malheureusement, on ne l'a jamais vu au Togo. Ce serait un cas d'école, on n'a jamais vu ça au Togo. Je ne pense même pas que la Cour, juge Damado et ses amis voilà. Le faire. Pourquoi, selon vous, parlant du personnel, privilégie les discussions de couloir aux manifestations publiques, puisqu'il y a un temps, il y avait des marches pour réclamer la réouverture de ces deux organes, mais le personnel semble privilégier les couloirs, enfin les discussions de couloir. Pourquoi, selon vous? Oui, c'est parce que pour beaucoup de personnes, c'est une affaire politique.
Parce qu'il y a Boduna et Pitan Tchala, c'est une affaire politique et but. Souvenez-vous, Pitan Tchala a pris la décision seul. C'était une décision prise seule. Il a pris la décision seule. C'est quand même une décision qui engage toute la haute autorité. Non, mais selon le règlement de la HAC, pour prendre une pareille décision, une telle décision, il faut réunir tous les membres. Parce que c'est des gens qui n'ont pas été nommés en fait. Ils ont été élus. Il y en a qui ont été nommés. Oui, nommés. Il y en a qui ont été élus. Et puis le président, avant d'être nommé par le chef de l'État, est élu. Ça veut dire qu'ils tirent en fait de leur autorité de qui? Pas de ceux qui les nomment, mais en fait de nous les médias. Ça veut dire que en tant qu'autorité, vous m'excusez, en tant qu'autorité, le président de la République ne peut pas prendre une décision seul comme ça. Il n'est pas si puissant que ça, comme un président, quoi. Il doit consulter sa base. Et il ne l'a pas fait. Juste Aziaboufor l'a dit, il ne l'a pas fait. Lui qui est membre de la RAC, il a même porté plainte aussi. Donc, le président Pitan Tchala ne l'a pas fait. Du coup, on a donné l'affaire à plutôt une allure politique, ce qui a fait qu'aujourd'hui, on s'est dit, même si on porte plainte, on ne trouvera aucune solution. Et la près de 70, près de 70 employés sont là en train de négocier dans le couloir parce qu'effectivement, ils estiment que peu importe les plaintes, on ne trouvera pas des issues, mais si on négocie, c'est mieux parce que c'est une affaire politique. Mais voilà, je voudrais aussi apporter une petite position par rapport à la plainte. Vous voyez, n'importe quel citoyen, même moi, ou je sais pas, le citoyen lambda pourrait saisir la justice, contre la HAC. Mais là, le citoyen togolais devra porter plainte pour fermeture de LCF et de CTFM et non fermeture du groupe Sud Média. Parce que la loi autorise le citoyen qui est victime aujourd'hui de la fermeture de ces deux médias-là de pouvoir porter plainte pour décision arbitraire de la HAC, mais ne lui permet pas de porter plainte pour fermeture d'une entreprise qui est Groupe Sud Média. Parce que si le citoyen porte plainte pour Groupe Sud Média, ce serait alors une entreprise et ce n'est pas tout le monde n'est pas autorisé à porter plainte pour l'entreprise, mais plutôt pour les deux médias, parce que les médias, tout comme la HAC, rentrent dans le sens social. Voilà. Autre sujet, Cassit est revenu sur la manifestation le 1er du 28 février dernier. Le collectif a saisi le médiateur de la République. Comment jugez-vous l'initiative? Non, heureusement, Spéro Maoli a expliqué qu'ils ont saisi la médiatrice de la République, mais pas publiquement parce qu'ils estiment qu'elle n'est pas forcément la personne la mieux placée pour régler le problème. Heureusement qu'il a dit parce qu'évidemment c'est ça, elle n'est pas la personne la mieux placée. Il y a la justice, il y a aussi donc le ministre de la Justice. Mais c'est quand même une confiance placée à la personne de Awa Nana. Moi je pense que c'est un test. Awa Nana, depuis son arrivée, n'a pas pour le moment convaincu. Et d'ailleurs, elle traîne derrière une histoire qui ne convainc pas. Les élections et tout ça, des années reculées, donc elle ne convainc pas. Maintenant, depuis son arrivée, elle n'a pas non plus fait grand-chose pour convaincre. Et ses prises de position étaient toujours un peu curieuses, et ce qui fait que tout le monde attend un véritable test pour elle. Je pense que cette fois-ci, c'est le test que le Cassit est en train de faire. Voilà, 8 mars, Journée internationale de la femme, votre avis sur cette célébration? La célébration en soi, pour moi, ça ne me pose pas de problème. On l'a célébré comme on l'aurait pu. Sauf qu'au Togo, ça n'a pas été une grande célébration. Je pense quand même que les femmes sont très, très importantes. Et il y a quand même eu des activités, des organisations. Oui, mais à mon avis, ça aurait pu être beaucoup plus une fête, quoi. Parce que, ouais, aujourd'hui, Noël, Nouvel An, c'est des fêtes conventionnelles, des fêtes que tout le monde aime. La Pâques, Ramadan, Tabaski, c'est des fêtes que tout le monde. Mais ces fêtes-là, ces fêtes donc comme le 8 mars ou ces journées internationales sont des journées. On aurait pu offrir quelque chose aux femmes toute la journée, on aurait pu exiger quelque chose d'autre. Ça, c'est un avis personnel, je ne critique personne, je trouve quand même que... Vous semblez mettre une volonté d'institutionnaliser quelque chose au niveau de l'État, mais je pense que ça se fait peut-être personnellement, individuellement, ou bien entre les femmes. Je ne pense pas, parce que même la Saint-Valentin est mieux fêtée que le 8 mars. Je pense qu'on devrait travailler à arriver vers une fête beaucoup plus institutionnelle, une fête beaucoup plus, comment devrais-je le dire, beaucoup plus grande, quoi, beaucoup plus considératrice. Rappelez-nous un peu l'objectif. Pourquoi cette fête? Est-ce que, cette année, on parle de planète 50-50 entre l'homme et la femme? Au début, on ne disait pas Journée internationale de la femme, c'était Journée internationale pour les droits de la femme. Donc la fête est consacrée aux droits de la femme et non pas seulement à la femme. Donc cette fête permet en fait de revendiquer les droits, de faire un état des lieux de ce qui a été déjà obtenu et maintenant de se projeter dans le futur. Et pour cette édition justement au Togo, on a choisi de travailler sur la thématique de l'emploi, du travail des femmes. Donc Planète 50-50, ça suppose que dans les années à venir, 2030, d'ici 2030, les femmes vont essayer d'atteindre la parité
professionnels. 50% d'hommes dans une entreprise, 50% de femmes. Si on a 100 employés quelque part, il faut qu'il soit 50-50. Déjà, au Togo, il va falloir qu'on travaille aussi un peu sur la parité ethnique aussi dans les entreprises. Ethnique. Oui, oui. Donc, on a beaucoup de thématiques sur lesquelles il faut travailler. Il ne s'agit pas seulement de parler de la parité du genre, mais aussi au Togo, on a beaucoup de problèmes de parité dont il faut parler. Mais en attendant, puisque nous parlons de la parité de la femme, oui, pour cette année, ils ont parlé de parité professionnelle. Je pense que c'est ça l'objectif. Et je pense qu'on devrait plus sensibiliser nos femmes à propos de cela. À qui convient ce rôle-là? Est-ce que c'est aux femmes, est-ce que c'est à l'État ou bien c'est aux hommes? Le seul problème que nous avons en matière de femmes ou de lutte pour les femmes, c'est que les femmes généralement démissionnent et laissent cette lutte-là pour les hommes. Il y a des femmes elles-mêmes d'ailleurs qui empêchent les autres femmes d'évoluer dans ce sens. Et maintenant, toutes les femmes nous laissent pour la plupart du temps le rôle de lutter pour elles. Moi, je pense que les femmes devraient se mobiliser plus que ça, travailler à faire en sorte d'obtenir leurs droits. Pourquoi pas mettre pression sur les hommes? Parce qu'elles ont tellement de moyens de pression. Elles en ont beaucoup trop même de moyens de pression sur les hommes, mettre des pressions pour obtenir leurs droits. Ça ne va pas être facile, mais oui, elles peuvent y arriver. Et je pense aussi que l'État a un grand rôle à jouer. Le ministère le fait, sans doute, peut-être devrait-il le faire beaucoup mieux, mais le fait-il. Je pense que nous, les médias aussi, nous avons un rôle à jouer. Nous devons sensibiliser beaucoup plus, nous devons aider beaucoup plus les femmes à parler de leurs droits, les femmes à s'exprimer, les femmes à défendre leurs droits. Et dans les églises, les pasteurs, les prêtres et tous, dans les couvents, tout le monde a son rôle à y jouer. Voilà, dysfonctionnement au Parlement togolais selon les députés de l'ANC. Ces derniers pensent que leurs initiatives de proposition de loi sont bafouées par le président de la commission des lois. Ils saisissent la Cour constitutionnelle. Encore une fois, il y a beaucoup de confiance placée en cette Cour. Non, c'est pas ça. Pas sur la déclaration d'Alphonse Bogo ensuite, non, c'est pas ça. Il dit qu'ils sont en train de texter la Cour constitutionnelle. Moi, je ne suis pas très d'accord, ou je ne partage pas vraiment la dernière partie de sa déclaration dans laquelle il dit qu'il teste et qu'ils veulent prouver au Togo que la Cour n'est pas, la Cour aussi a besoin de réforme. Alors, vous attendez que la Cour prenne une décision, vous dites en même temps que vous ne faites pas confiance à la Cour, c'est ce qu'il est en train de dire. Il le dit à demi-mot. Je ne suis pas très d'accord, mais je suis aussi surpris quand même que ce n'est que maintenant que l'ANC dénonce cela. Il y a beaucoup d'années déjà en arrière, les opposants n'arrivaient pas à faire des propositions de loi. Avant il n'y avait pas un nombre considérable au niveau pour faire des propositions. Aujourd'hui, ANC avec Adi arrive à faire le quota pour faire ces propositions. Mais là, il se voit bloqué. Moi, je ne parle même pas de mauvaise volonté. Moi, je parle de ce qu'on appelle l'initiative parlementaire. L'initiative parlementaire, c'est lorsqu'un député prend par exemple la parole et propose quelque chose à l'Assemblée et demande qu'on l'étudie en commission. Je peux écrire une proposition et demander qu'on l'étudie en commission. Mais faire une proposition de loi, effectivement, ça relève d'un certain groupe donné, avec un nombre de députés donné. Je suis d'accord. Et comme je le dis, je suis surpris qu'on n'ait pas dénoncé ça plus tôt, quoi. Je suis surpris qu'on ne l'ait pas dénoncé plus tôt, mais bon, s'il le dénonce aujourd'hui, c'est tant mieux. Au moins, il ne le dénonce pas trop tard. Ceci peut les déjouer parce que les Togolais pensent que les députés ne font rien au Parlement. Jusqu'alors, combien de propositions de loi ils font? Est-ce que ceci ne vaut pas la peine? Parce que là, on les comprend s'ils n'arrivent pas à faire des propositions de loi. Oui, mais aussi faudra-t-il qu'ils communiquent un peu plus sur la manière dont le président de la commission bloque leurs propositions. Parce que jusqu'à je réfléchis sur la méthode. C'est vrai que nous sommes dans un pays de RPT uni. La manière de faire peut être parfois surprenante. Mais jusque-là, je pense qu'il va falloir qu'il nous explique en profondeur comment le président de la commission bloque la proposition et les propositions qu'ils font. C'est juste parce que après les travaux, il va falloir que le président donne la permission, mais le OK pour que le test passe en plénière. Oui, la question de savoir, est-ce que le président décide seul normalement? Dans une commission où vous êtes tous des élus du peuple et où vous êtes tous rassemblés, le président ne doit pas avoir le dernier mot. Ça doit être une décision collégiale. Alors c'est pourquoi je dis il va falloir qu'il nous explique comment le président bloque. Je suis quand même plus d'accord avec eux parce que depuis des années, l'opposition n'a jamais pu faire une seule proposition. C'est assez curieux. Donc je me penche beaucoup plus vers eux, vers ce qu'ils disent, vers leur version. Mais puisque moi je ne suis pas député et encore moins membre de cette commission, je voudrais tout simplement qu'ils nous disent concrètement comment le président procède pour bloquer leur proposition. Ça, c'est une requête que je formule. Claude Damegavi s'insurge contre les relations, peut-être personnelles, entre Valls et Faure.
Est-ce qu'il y a eu une relation personnelle? Je ne crois pas. Au début, c'est vrai que quand Faure Gnassingbé, le président, était à Paris, il a discuté avec un certain nombre de personnes, et pas seulement à Paris. Lors de ses voyages, il a souvent rencontré Manuel Valls, le Premier ministre français, l'ancien Premier ministre français. Et ça s'est passé comment? Vous savez, entre la France et ses anciennes colonies, ça se passe de la même manière. C'est une relation, pas de respect bipartite, mais de respect unipartite. C'est le Togo qui respecte et la France est obéie. La France donne les instructions, c'est comme ça. Et quand Valls avait fait sa tournée, quand Valls était à Lomé, les propos que Valls a tenus, moi, m'avaient fait peur. Valls a presque plébiscité le gouvernement togolais. Il a dit plein de choses sur le gouvernement, des trucs très reluisants sur le gouvernement togolais. Et à un moment donné, on s'est demandé s'il n'avait pas fait quelque chose. Et c'est après, grâce au Parti des travailleurs, qu'on se rend compte que Valls avait empoché la rondelette somme de 5 milliards de francs CFA, soit environ le salaire des fonctionnaires togolais sur un mois. Pour moi, c'est scandaleux ce genre de choses. Dans un pays qui fonctionne bien, on devrait ouvrir déjà une enquête pour savoir si réellement Manuel Valls a pris cette somme-là, pour savoir réellement si Faure Gnassingbé lui a donné cette enveloppe-là. Et si c'est vrai, moi ça me fait peur pour ce pays. Et si c'est vrai, je partage l'avis du Parti des travailleurs qui réclame le retour de cette enveloppe-là et qui demande à Ségolène Royal d'annuler son projet de voyage sur le Togo. Parce qu'effectivement, avec cette information, elle risque de ne pas avoir un bon accueil dans ce pays. Mais est-ce que le Parti des travailleurs a cette opportunité ou bien cette possibilité d'empêcher Ségolène Royal, effectivement, d'empêcher pas institutionnel, pas institutionnel. Ségolène Royal peut venir au Togo. C'est comme un pays ici, là, si notre ambassade là-bas lui donne son visa, ben, elle peut venir au Togo. D'ailleurs, je pense même que les Français n'ont pas besoin de tout ça. Ils viennent ici prendre même les trucs, même au Togo, dessus et tout. Donc, elle, en tant que citoyenne française, elle peut venir au Togo. Hein. On ne l'en empêchera pas. Mais si elle vient en tant que ministre, on ne l'en empêchera pas non plus, du moins pas institutionnellement. Mais le peuple l'en empêchait en se mobilisant, en manifestant lourdement le jour-là à l'aéroport. Et je pense que c'est ce que le Claude Amégavi du Parti des travailleurs est en train de dire. Ils peuvent se mobiliser. Et c'est vrai que son parti n'a pas beaucoup de membres aujourd'hui, mais sa mobilisation peut l'aider à coopter d'autres personnes. Et s'ils atteignent seulement 1000 personnes le jour à l'aéroport, c'est que le Royal ne viendra pas au Togo. Elle va devoir repartir. Parce que 1000 personnes, l'armée devra sortir, on va lancer les gaz lacrymogènes, on va faire tout un tas de choses. Est-ce que Ségolène Royal, qui a été candidate aux élections présidentielles avec Nicolas Sarkozy, qui est ministre de la République en France, qui est dans un pays démocratique, acceptera qu'on tire des gaz lacrymogènes sur des citoyens togolais alors qu'elle dit qu'elle est démocrate et qu'elle vit et qu'on tire tout ça là pour elle seule, qu'on tire des gaz lacrymogènes sur des gens? Donc je pense que sa morale lui demandera de repartir. Voilà. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut dire par rapport aux relations franco-togolaises, la diplomatie entre la France et le Togo, où en sommes-nous aujourd'hui? Non, aujourd'hui, je pense que les relations sont bonnes. Hein. Robert Dussé a bien travaillé, il a bien fait ses devoirs de maison. Gilbert Bahara aussi a joué son rôle. Gilbert Humboldt, déjà, quand il était Premier ministre, a aidé à l'amélioration des relations. Aujourd'hui, je pense que notre diplomatie va bien. Le Togo est sur tous les fronts d'ailleurs. Israël, Allemagne, États-Unis. Le Togo, déjà l'année passée, avec le sommet de l'Union africaine sur la sécurité maritime, a boosté son image. Dernièrement, pour le sommet, pour la grande conférence onusienne sur toujours la sécurité maritime, c'est la charte de Lomé qui sera discutée et qui est mise sur le tapis. Je sais, dernièrement, le ministre des Affaires étrangères était chez Antonio Guterres. Il lui a même demandé cela. Donc le Togo a vu son image réévaluée. Le Togo va accueillir le sommet entre l'Afrique et Israël. Le Togo va accueillir une conférence entre l'Allemagne et le Togo et l'Afrique. Le Togo va accueillir le prochain forum de la Goa. C'est les États-Unis. Donc la diplomatie togolaise aujourd'hui est très vivante et très activiste. Donc entre la France et le Togo, tout va bien. Comme d'ailleurs entre la France et beaucoup de pays. Le seul problème, c'est que ça ne va pas forcément très bien entre le gouvernement togolais et les peuples des autres pays. Par exemple, le peuple français n'est pas d'accord avec la gouvernance au pays. Même si le gouvernement français est bien avec le gouvernement togolais, le peuple français est moins bien avec le gouvernement togolais. Ça, on le lit tous les jours. Ramayad s'est opposé. C'est d'ailleurs la même réalité avec beaucoup de peuples africains. Ça veut dire que nos dirigeants s'évertuent à améliorer l'image du Togo. Ils le font de plus en plus, ils le font davantage. Et vous imaginez, par exemple, quand le chef de l'État, on le dit, il n'a jamais accordé une seule interview au Togo.
Et alors qu'il en accorde... Est-ce qu'ils arriveront à embellir cette image si à l'intérieur ça ne va pas? Oui, d'autant plus que nous communiquons moins au Togo. C'est aussi une de nos habitudes, on communique moins. L'opposition ne communique pas assez. L'opposition n'a pas un plan de communication très actif. Si l'opposition avait un plan de communication... des médias, oui, des médias sociaux. À l'intérieur, il y a la communication qui se fait à l'intérieur. Oui, les médias sociaux, les réseaux sociaux devraient plus être un peu plus poignants que ça. On devrait relever tout ce qui se passe dans le pays un peu plus que ça. Sinon, si on ne le fait pas, effectivement, la diplomatie que Robert Dussé tient aujourd'hui dans ses mains, la pointe diplomatique qu'il a instaurée il y a quelques années, va réussir. Parce qu'aujourd'hui, moi, il y a quelques mois, j'avais voyagé dans un autre pays africain, mais on félicitait Faure Gnassingbé dans ce pays, on le félicitait. On me disait, on m'avait posé des questions sur la manière dont le pays va. J'ai parlé, on m'a dit, oh, vous êtes ingrat dans votre pays, votre président a fait ci, il a fait ça, il a fait ci, il a fait ça. On me citait des choses dont moi je n'étais pas au courant dans ce pays. Il me demandait, mais attends, vous parlez de quoi? C'est parce qu'en fait, le Togo communique mieux à l'étranger, le gouvernement togolais communique mieux à l'étranger, beaucoup à l'étranger, ce qui fait qu'on parle bien de nos dirigeants. C'est pour ça que le chef d'État accorde des interviews. Oui, mais alors qu'au Togo ici, rien ne va. Nous allons parler d'un sujet qui ne fait pas peut-être l'actualité. L'opération Togo n'a pas été lancée, ça fait des années, plus de 2 ans déjà. Mais on sent que ce n'est pas un engouement général comme cela se devait. Peut-être parce que ça manque encore de sensibilisation, mais c'est la mauvaise volonté des citoyens. Non, je pense que ce n'est pas une question de sensibilisation, parce que tout Togolais balaye chez lui. Donc tout le monde peut balayer. Mais comme je l'ai dit... on se plaint toujours que nos villes ne sont pas aussi nickel que ça. Comme je l'ai dit au début de l'émission, je dis le gouvernement a rompu sa relation de confiance avec le peuple. Donc aujourd'hui, tout ce que le gouvernement demande, le peuple ne le fait pas. Il y a très peu de personnes qui obéissent aujourd'hui à ce que demandent nos dirigeants. Ce sont des désobéissances finalement. Oui, parce que la relation de confiance qui était là n'existe plus. Le gouvernement a tout fait pour rompre cette relation, ou en tout cas n'a rien fait pour améliorer cette relation. Mais rendre propre ces localités, ce n'est pas dans l'avantage forcément du gouvernement, c'est peut-être dans l'avantage du citoyen. Bien sûr, mais lorsque le gouvernement le demande, on refuse en se disant que c'est une manière de protester. Pour rendre propre chez soi, c'est pas rendre service au gouvernement, c'est se rendre service. Mais c'est lorsque le gouvernement le demande qu'on refuse. Parce que même si le gouvernement ne le demandait pas normalement, on aurait dû le faire. Mais c'est lorsque le gouvernement le demande qu'on refuse de le faire pour manifester, pour dire que nous protestons, pour dire qu'on proteste. C'est un peu comme avec les enseignants. Enseigner, c'est une bonne chose. Éduquer les enfants, ça aide tout le monde. Ce n'est pas une question de gouvernement, mais ça aide tout le monde. Mais aujourd'hui, ils refusent de le faire pour désobéir au gouvernement. L'actualité footballistique cette semaine, c'est aussi ce qu'on appelle la remontada au niveau du Barça. Et Barcelone a renversé la vapeur en match retour. J'étais fou le soir. Comment est-ce que cela était possible? J'étais fou le soir là et je salue ces joueurs barcelonais, particulièrement Neymar, Suarez et Mascherano, parce que ces 3 joueurs-là ils ont été tout simplement fantastiques dans le match. D'ailleurs, tous les joueurs barcelonais ont travaillé. C'est vrai qu'on pourrait parler de quelques hicks d'arbitrage, on pourrait en parler surtout du second penalty. Mais l'arbitre... C'était pas des 2 mêmes penalty. Non, le premier penalty est moins contestable que le second. Mais il faut dire que le vrai problème a été le problème des Parisiens. Ils ont tout simplement démissionné au cours du match. Ils ont démissionné dès les toutes premières minutes. Ils ont quand même marqué un but. Hein. Oui, mais ils ont démissionné dans le match. Même après avoir marqué leur seul et unique but qu'ils ont célébré comme s'ils avaient gagné la Coupe du Monde. Mais ils ont encore démissionné. Ils sont partis rester derrière. Ils ne jouaient plus. Cavani a laissé les défenseurs barcelonais qui faisaient leur show derrière. Gerard Piqué, le défenseur principal barcelonais, arrivait jusqu'à rentrer dans la partie des Parisiens. Même à 4 minutes de la fin du match, le gardien allemand marque les grandes équipes qui achètent tous les bons joueurs dans les autres équipes et qui étoffent de plus en plus de leurs équipes. Donc tous les arbitres à un moment donné jouent un peu pour ces arbitres. Mais il faut dire que les Parisiens n'ont pas démissionné dans le match après le second pénalty, après le premier pénalty ou le second. Ils ont démissionné dès les premières minutes. Il faut voir, à la première minute, en même temps qu'ils sont rentrés dans le match, ils étaient tous dans leur partie. Suarez a marqué le but sur leurs propres erreurs. Iniesta a marqué sur leurs propres erreurs. Enfin, contre son camp, mais sur leurs propres. Ils ont fait des erreurs pas possibles en reculant, comme s'ils avaient peur. Ils ont fait la même chose avec Chelsea. Ils ont battu Chelsea à la maison 3-1. Mais match de retour à Chelsea, ils étaient encore là dans leur camp, repliés comme je ne sais pas quoi. Chelsea a mis 2 buts.
Et Chelsea s'était qualifié. En tout cas, c'était très difficile pour les Parisiens. C'était inimaginable. Nous sommes arrivés à la fin, peut-être un dernier mot, Sylvain. Non, moi je voudrais juste... disons que j'invite les femmes d'Afania à la bibliothèque tout de suite à partir de 9h pour parler des droits de la femme, pour parler de la journée du 8 mars, pour parler de toutes les questions concernant les femmes. Je les invite à faire le déplacement massif. Et ça, vous devez passer à la comptabilité pour payer les communiqués. Merci quand même, nous sommes arrivés à la fin de H7. Merci à vous, Sylvain Epiphan Vidilakou. Vous êtes le directeur du site Afrique Report. Merci à Dodo Kofi qui a assuré la mise en onde. Merci également à Hervé Adiao qui était derrière les caméras. Appelez-moi Jean-Marie Gonçalves. Retrouvez la rediffusion demain dimanche à partir de 20h. À la prochaine.